Je suis Marie-Bèche Wittmann, directrice du musée Bargoin à Clermont-Ferrand. Nous sommes ici au C2RMF où nous faisons restaurer ce groupe sculpté qui représente un Jupiter cavalier qui terrasse un monstre anguipède. C'est un objet exceptionnel qu'on a acheté en vente publique en 2018. On a souhaité l'acquérir puisque c'était un objet qui a été découvert en 1849 en Auvergne, à Église-Neuve-près-Billon, donc pas très loin de Clermont-Ferrand. C'est une sculpture gallo-romaine qui date de la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle. Et dans le musée, nous avions déjà d'autres exemples de ces cavaliers à languipède, mais en beaucoup moins bon état. Et surtout, celui-ci, plastiquement, il est très, très abouti et il est dans un genre un petit peu particulier par rapport aux autres. Donc, ça vient aussi compléter un ensemble qui est assez méconnu, mais qui, en fait, est un témoin du culte de Jupiter dans notre cité des Arvernes. Alors, quand on l'a acheté, c'est une œuvre qui avait toujours été dans des mains privées et qui a notamment au 19e été montrée sur des foires. On pensait à l'époque que c'était César qui terrassait un Gaulois. Cette statue, déjà, elle a été découverte en petits morceaux. Donc, elle a été restaurée déjà fin 19e, un peu avec les moyens du bord. Et puis, elle a eu de nombreux accidents au fil du temps, subi d'autres restaurations, pas toujours très à propos. Et en fait, sa composition avait été modifiée et certains éléments étaient faux. Dès qu'on l'a acheté, on savait qu'il y aurait un gros travail de restauration pour lui rendre sa véracité historique et puis aussi pour le nettoyer puisqu'il était très, très encrassé. Très rapidement, dès qu'on a acheté l'œuvre, on s'est rapproché de Florian Blanchard, qui est le spécialiste qui a fait une thèse sur en fait le culte jovien, donc et les représentations de Jupiter. Et notamment, il avait recensé tous les cavaliers à languipède connus et il les a étudiés. Et donc très rapidement, on a pris contact avec lui. Il est venu voir l'œuvre dès l'achat. Et lui, il avait déjà constitué aussi une documentation autour de cette œuvre. Et vraiment, c'était un personnage clé pour les choix de restauration et pour comprendre comment cette œuvre elle était à l'origine et pour pas faire d'erreur dans voilà la reconstitution finale. Je suis Florian Blanchard, je suis chercheur en histoire ancienne, je suis docteur en histoire et j'ai consacré ma thèse aux sculptures comme le cavalier languipède sur la question du culte de Jupiter en Gaule. Alors, c'est une représentation, alors ce sont des groupes qui représentent le dieu Jupiter, donc le principal dieu romain. Il est représenté à cheval et il est représenté aussi en costume militaire, donc en costume que portent par exemple les empereurs romains lors des batailles. Et il affronte un monstre qui est un monstre anguipède. Alors le mot est un peu compliqué, mais ça signifie simplement que ce monstre, cet ennemi, ses jambes sont en fait des têtes de serpent. C'est une représentation spécifiquement gallo-romaine, c'est-à-dire qu'on le trouve uniquement en Gaule et en Germanie à l'époque romaine, à partir du IIe siècle jusqu'au Ve siècle après Jésus-Christ. C'est une figure qu'on peut qualifier de votive, une figure religieuse, c'est une représentation effectivement d'un dieu et de son ennemi qui est honoré par les habitants des Gaules et de Germanie à l'époque romaine. On l'a retrouvé dans toute la France et l'Allemagne et aussi une partie de la Belgique depuis le 19e siècle. Il y a à peu près 200 groupes qui représentent ces cavaliers à languipède. C'est une représentation spécifique à la Gaule, mais qui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle reprend les codes romains pour finalement une image religieuse qui est spécifiquement gauloise. Donc on a voilà une sculpture qui a un caractère hybride, à la fois gauloise dans on va dire dans sa représentation, mais aussi avec des caractères romains. Donc on a un culte romain adapté donc aux populations de Gaule et de Germanie. Le groupe de Clermont-Ferrand est intéressant en raison de son histoire depuis sa découverte, puisqu'il a été découvert en 1849, qu'il a été très vite remonté et qu'il a très vite aussi circulé à l'échelle donc de la France, dans beaucoup de marchés agricoles. Donc c'est une des premières, on va dire, représentations du cavalier languipède qui est voilà été connue aussi en France. Il a une histoire très mouvementée, donc avec différents propriétaires, donc des propriétaires en Auvergne, mais il a été aussi un des décors du marché au vin de Beaune jusque dans les années 2010, avant l'achat effectivement par le musée Bargoin. Il a des particularités stylistiques parce qu'il est très bien conservé. C'est un des exemplaires les mieux conservés. On a quasiment tous les personnages qui composent le groupe. On a quasiment l'intégralité du groupe.
Et donc, stylistiquement, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un des exemplaires peut-être les plus anciens, dans le sens où il est daté de la fin du IIe et du début du IIIe siècle. Donc, dans une période qui marque vraiment la naissance de ce type de groupe. Tandis que beaucoup de groupes sont beaucoup plus tardifs, 4e, 5e siècle. Sur ce type de groupe, puisqu'en fait, on a pu réfléchir au travail du sculpteur, à la composition, à la technique, aux différents détails. On avait aussi mis un certain nombre d'hypothèses de départ, et donc la restauration a permis soit effectivement de les confirmer, soit parfois ça nous a obligé aussi à remettre en cause un certain nombre d'hypothèses qu'on avait formulées, notamment sur le positionnement des parties en fait du groupe, qui aujourd'hui sont désolidarisées, comme le pied du cavalier et la tête de serpent. Je suis Sylvie Vatelet et je suis conservateur dans la filière archéologie et ethnographie et je suis chargée plus particulièrement de l'archéologie nationale. L'idée, ça a été déjà de rassembler la documentation sur le cavalier à languipède, sur son histoire matérielle, c'est-à-dire sur son histoire de la découverte jusque dans les années jusqu'à maintenant, en fait. Ça a été long. Alors, le musée Bargouin a fait des recherches et a trouvé plusieurs fonds d'archives très intéressants sur cette œuvre. C'est exceptionnel parce qu'en archéologie, souvent, nous avons très peu de choses sur l'histoire de l'œuvre. Et là, on a pu constituer un dossier avec l'article de Société savante sur la découverte, les dessins, plusieurs gravures, des photographies de différentes époques. Donc, on peut suivre le cavalier à languipède de 1849 à nos jours, à travers à la fois les articles et l'iconographie. Pour l'étude préalable, c'était juste un suivi. Et pour la restauration, ensuite, il y a eu plusieurs réunions d'organisés du comité scientifique, petit comité de suivi, qui nous a accompagnés, donc avec Florian Blanchard, avec Laetitia Baraghi-Zuita de la filière sculpture, plusieurs personnes, et puis l'entreprise de scoclage qui a été choisie et les restauratrices. Donc on s'est réunis à plusieurs reprises pour justement prendre des décisions à des moments clés de la restauration, c'est-à-dire après le démontage. Donc l'étude préalable, elle, a fixé les étapes de la restauration. Et ensuite, on a suivi ces étapes avec donc un démontage complet de l'œuvre, puisque c'était faisable techniquement et que c'était bien parce que les collages n'étaient pas exacts, un remontage et puis ensuite donc une phase de comblement et de retouche. Et parallèlement, le soclage qui a été réalisé, parce que pour cette œuvre, c'était très important le soclage, puisqu'avant, il y avait une base en pierre moderne qui n'était pas satisfaisante et l'œuvre était en danger puisqu'elle n'était pas bien maintenue. Nathalie Bruyère, conservatrice restauratrice de sculpture, diplômée du master de Paris 1 depuis 2003. J'ai travaillé à la restauration de ce Jupiter à languipède du musée Bargouin de Clermont-Ferrand. C'est un travail qui est important dans le sens où il prend toutes les étapes de la conservation-restauration pour une restauration fondamentale. C'est pas juste un nettoyage, c'est vraiment, on a repris toute la sculpture. Marie Bech-Wittmann avait des éléments de l'histoire matérielle et après, nous, on a fait l'étude vraiment en allant au plus près de l'œuvre avec ma collègue Agathe Evette. En amont, il y a eu des radiographies faites par le C2RMF pour voir l'étendue des goujonnages. Et nous, on a fait des sondages dans tout ce qui était joint pour voir s'il y avait sous le plâtre qui était très épais ou sous le polyester, où étaient les décalages, s'il y avait des décalages, quelles étaient l'étendue des manques et essayer de repérer les goujons quand c'était possible. Puisqu'on a décidé avec le comité de scientifique de tout démonter pour purger vraiment tous ces collages qui n'étaient pas sains et notamment tout ce qui est goujon en alliage ferreux qui s'étaient beaucoup oxydés et qui ont généré des cassures et des colorations même très fortes comme sur le côté de languipède là. On a tout démonté, il a fallu purger tout ça. Donc après, on avait toutes les tables là qui étaient prises par, j'ai pas compté tous les fragments, mais il y en avait 35, quelque chose comme ça, ce qui est pas énorme. Hein. Mais voilà, on a pu tout purger, assainir complètement la situation pour refaire des collages à la résine époxy et avec des goujons internes en fibre de verre qui, eux, sont parfaitement stables. Alors, pour l'instant, il manque encore le fragment de terrasse
qui va venir ici. Ici, il y a toujours eu un manque. En revanche, ils avaient reconstitué cette patte en plâtre. Et on a décidé de ne pas la remettre puisque la figure du cheval est encore très lisible. Surtout que là, il va retrouver ses jambes antérieures. C'est au niveau du bras de Jupiter. Il avait un faux bras, une fausse main en plâtre. Et il a été décidé aussi de les supprimer. Et même au 19e siècle, il lui avait rajouté un petit glaive. En l'occurrence, il était aussi tartiné de plâtre teinté pour essayer d'uniformiser la couleur. Je suis en train de faire des collages goujonnages. J'ai déjà goujonné la tête de Jupiter, les bras. Là, j'ai préparé, parce qu'on a un bout de la main, mais on a un gros manque ici. Et là, comme c'est un volume qui est compréhensible, on n'invente rien, on va restituer ce volume-là. En revanche, on a décidé qu'on restituait pas du tout le bras de Jupiter parce qu'on n'a pas d'idée de à quoi il ressemblait. J'ai goujonné, collé ce pli de manteau volant. J'ai préparé pour la queue du cheval, j'ai préparé pour la tête de cheval. L'anguipède, la tête et le bas du corps aussi étaient cassés, donc collés, goujonés. Et les bras avec les pattes antérieures du cheval vont être également collés, goujonnés. Et à la suite de ça, on fait les bouchages, comme ici ou là. Bouchages qui vont ensuite être colorés par ce qu'on appelle une harmonisation colorée à l'aquarelle. Alors nous sommes la société Aïnou, une entreprise de service au musée. Notre domaine principal d'action, c'est le soclage, c'est-à-dire créer les supports pour les œuvres, pour qu'elles puissent être exposées. Alors la problématique, c'est évidemment les fragilités au niveau des appuis. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Sur la base d'origine, il y avait encore l'autre patte arrière, mais en fait, c'était entièrement une reconstitution. Et il y avait un support au centre qui était insuffisant. Enfin, notre questionnement, ça a été de savoir comment arriver à soutenir le cavalier sans mettre des poteaux partout, évidemment, pour que ce soit esthétique, mais que ça reste structurellement viable. Sur l'intention de départ, on avait plusieurs pistes. Essayer en suivant les pieds de créer un support qui viendrait comme une arche en fait en dessous le cavalier, ou avoir effectivement ce poteau central. Et en réalité, par rapport au poids de l'objet et aux fragilités des appuis distants, on a dû prendre l'option du poteau central. Sur la sculpture, il y a ces deux éléments fragmentaires qui sont d'un côté la tête de l'anguipède et de l'autre le pied droit du cavalier, pour lequel il n'y a plus de lien avec le reste de la sculpture. Du coup, c'est le socle qui va créer le lien, mais ça permet de proposer au spectateur une lecture et une compréhension de ces éléments qui sont sinon posés à côté. La spécificité du projet, c'est le lien avec la restauration. On intervient plutôt après la restauration, assez rarement pendant. Ça arrive aussi qu'on intervienne en amont, mais c'est quand même des cas assez rares. Du coup, là, il y a vraiment une imbrication du travail de soclage et de restauration.